Lui, c'était pas trop compliqué à expertiser dans la mesure où il cochait toutes les cases. Psychopathe, sociopathe, névrotique, le tueur en série le plus abouti. Par contre, pour elle, c'était autrement plus complexe. Des lettres saisies par les enquêteurs ont montré que Michel Fourniret et Monique Olivier avaient conclu une sorte de pacte diabolique. Michel Fourniret devait tuer le premier mari de Monique Olivier. En échange, celle-ci devait l'aider à se procurer de jeunes vierges, des jeunes femmes par la suite violées et assassinées. Questionnée par la police, elle a fini par l'accuser de 11 meurtres au total. Je ne sais pas si Fourniret aurait tué sans elle. Je sais que c'est grâce à elle qu'il a tué. Mon sentiment, c'est qu'il n'y a rien à attendre de Monique Olivier. Rien. Et qu'elle aura la même attitude en 2023 qu'elle a eue en 2008. Alors moi j'ai été nommé procureur de la République à Charleville-Mézières en début 2003 et dès le début mon prédécesseur me parle de quelques dossiers particuliers, un peu sensibles. C'est l'affaire de l'enlèvement de la petite Céline Saison et puis du meurtre puisqu'on a retrouvé 2 mois après son cadavre à la frontière belge, hein, c'est tout proche, une trentaine de kilomètres. Et puis 1 an après, l'enlèvement et le meurtre, là aussi, de Maniania Tumpong. Il y avait quand même des similitudes qui pouvaient laisser craindre, malheureusement, la présence peut-être d'un tueur en série. Fourniret est arrêté en juin 2003 à l'occasion de la tentative d'enlèvement d'une jeune fille de 13 ans, Marie Ascension, qui a réussi presque par miracle à s'extraire et à être recueillie par une automobiliste. Madame Janton, l'automobiliste en question, a relevé la plaque d'immatriculation et c'est comme ça que Fourniret a été arrêté. Le lien au départ il ne se fait pas du tout. Fourniret est arrêté, perquisition à son domicile et là au cours de cette perquisition on trouve des choses extrêmement curieuses, quoi. On retrouve des vêtements d'enfants, de jeunes filles, on retrouve des masques inhalateurs, on retrouve de l'éther, on retrouve des cordelettes, des choses extrêmement curieuses où les enquêteurs belges dès le début se disent c'est peut-être pas une tentative d'enlèvement isolée. Il y a eu un interrogatoire tous les 3 jours pour chacun d'entre eux, donc une pression maximale parce que de plus en plus on considérait que Fourniret n'était peut-être pas étranger effectivement au meurtre de ces 2 jeunes filles. C'est peut-être le visage d'un nouveau tueur en série que la Belgique vient de découvrir aujourd'hui. Michel Fourniret, 62 ans, un Français arrêté il y a tout juste 1 an après l'enlèvement raté d'une fillette. Un délinquant sexuel déjà condamné, dénoncé cette semaine par sa femme, elle l'accuse de 9 meurtres, il en reconnaît 6 pour l'instant. C'est le 3 juillet 2004, je vais rencontrer pour la première fois Fourniret et Monique Olivier. Pourquoi on est là? Ils sont détenus en Belgique, j'ai demandé l'autorisation aux autorités judiciaires belges de les faire venir tous les 2 parce que lui nous avait indiqué qu'il se faisait fort de retrouver le corps de Jeanne-Marie Desrameaux, enterré dans ce parc, et le corps d'Elisabeth Brichet, petite belge, enterré également à l'arrière du château. Quand ils arrivent dans 2 fourgons cellulaires séparés, je me dirige vers Fourniret, je lui serre la main, je me souviens encore du sentiment que j'ai ressenti, sa grosse main qui avait étranglé autant de jeunes filles dans la mienne. Il me dit bonjour et tout de suite après, la 2e phrase, la première fois qu'il me voit, il me dit, vous savez, monsieur le procureur de l'affaire Fourniret, même vous qui avez l'air volontaire, équilibré de l'affaire Fourniret, personne ne sortira indemne, même pas vous. Bon, sur le coup, j'ai mis ça sur le compte de sa mégalomanie dont on m'avait parlé. Après, je me suis dit qu'effectivement, il n'avait pas eu tort du tout. J'en suis pas sorti indemne, naturellement. On a passé 1 heure avec Fourniret pour qu'il nous détermine les différents endroits éventuels. F1, Fourniret 1, le plus probable, F2, F3. Il a fait pareil 500 mètres plus loin pour le corps de la petite Elisabeth Brichet. Et il est 17h, 17h30, on a fouillé, on a creusé à une hauteur supérieure à celle qu'il nous avait dit ces différents emplacements, on en a fait d'autres, on n'a rien trouvé. Je me dirige vers Fourniret et je lui dis, monsieur Fourniret, vous voyez, depuis ce matin on y est, on ne trouve rien, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien à droite du chemin, que c'est pas à gauche? Là, je sens que je commence à faire une erreur, il ne peut pas se tromper. Il me dit sur un ton un peu sec, un peu cinglant, monsieur le procureur, ma mémoire est parfaite, elle est exceptionnelle, ma mémoire, vous en rendrez compte par la suite, je sais que c'est à droite du chemin. Et puis là, je pense à quelque chose, je lui dis, mais la profondeur du trou, vous m'avez dit que vous n'avez pas creusé parce que c'était dans le gainage électrique du portail que vous avez enseveli le corps de la petite Jeanne-Marie. Si c'est bien à droite, c'est peut-être une question de profondeur. Et là, grand sourire, un sourire à la Fourniret. Ah, monsieur le procureur, on ne peut pas exclure totalement votre remarque, on ne peut pas la balayer du revers de main. Elle doit être prise en considération. Et là, je me suis dit, bon ben voilà, ça c'est Fourniret,
C'est certainement là, mais à une profondeur bien plus importante. On entend un grand cri, on voit le pelleteur les bras levés en l'air, le godet à moitié levé et accroché au godet de la tractopelle, on voit une masse grisâtre avec de la terre glaise, un corps qui a été enterré pendant 14 ans dans de la terre glaise, et on voit un fémur qui dépasse, un fémur humain. Tout le monde est livide, tout le monde est tétanisé, c'est une vision d'horreur. Je me reprends très vite, je vois que Fourniret est marqué aussi, il a blémi, je le vois marqué. Je me reprends, et toujours dans cette obsession d'essayer de retrouver d'autres corps, je me dirige vers lui, je le remercie. Merci Monsieur Fourniret, grâce à vous, Monsieur Desrameaux va pouvoir donner une sépulture normale à sa fille Jeanne-Marie. Aidez-nous maintenant pour les autres corps qui sont encore enterrés au château du Sautou. Je pensais qu'il pouvait y en avoir quand même encore un certain nombre, parce que vous voyez bien, c'est une vision terrible ça. Ah, me dit Monsieur le procureur, vous avez raison, c'est terrible. C'est terrible, surtout quand on songe que cette petite aurait pu avoir l'âge de votre fille. Alors, il me testait incontestablement. Tout de suite, je me suis dit, mais comment il peut savoir que j'ai une fille? En plus, l'âge correspondait à quelques années près. Je suis resté de marbre, je lui ai tourné les talons, je ne lui ai pas dit un mot. Je me suis dirigé vers Monique Olivier, je lui tiens le même discours, je la remercie alors qu'elle ne nous a jamais aidés en rien, et je lui dis, aidez-nous pour les corps, vous avez le souvenir des autres corps. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible, monsieur le procureur, il y a 2 larmes qui coulent. Bon, ça me rassure un peu, je me dis, il y a un côté humain quand même à la vision, cette terrible vision, ça l'émeut au point d'en pleurer. Et là, elle lève ses 2 mains qui me notaient, vous avez raison, c'est terrible, voyez dans quelle situation je suis. Voilà. Elle pleurait sur son propre sort. Le corps de la petite Jeanne-Marie, cette vision absolument horrible, ça ne l'émouvait en rien, ça la laissait de marbre. Par contre, sa situation, elle, effectivement, l'attristait. Bon, je me suis tourné, puis je me suis dit, j'ai encore quelques années à discuter, à interroger ces 2 monstres, je ne sais pas s'il va vraiment tenir le coup. Je me suis vraiment posé la question. La justice belge organisait aujourd'hui une conférence de presse. Beaucoup d'éléments restent à vérifier, mais le profil du prévenu semble établi. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le mobile est d'ordre sexuel. Donc c'est une personne qui déclare elle-même qu'elle va à la chasse, qu'elle essaye de trouver des jeunes filles vierges, c'est un peu cela son fantasme, et qu'après 1 jour, 2 jours, eh bien, il ne sait plus qu'en faire, et à ce moment-là, eh bien, il les tue, il les étrangle généralement, et il les élimine en les enterrant. Monique Olivier aurait aidé son mari à mettre en confiance les jeunes filles qu'il emmenait dans leur voiture. Questionnée par la police, elle a fini par l'accuser de 11 meurtres au total. Dès les aveux de Monique Olivier et de Michel Fourniret, de 2004 à 2006, en gros, j'ai profité des interrogatoires menés par la police judiciaire de Dinan pour aller effectivement assister à ces interrogatoires en compagnie de la police judiciaire de Reims. Ce n'était pas tellement les interrogatoires en eux-mêmes qui étaient intéressants, c'est plus les conversations. Il ne fallait surtout pas commencer par attaquer sur les faits, sur ses victimes, etc. Non, il fallait passer un nombre important, et le mot est faible, d'heures à discuter de tout et de rien. Donc, les sujets qu'il affectionnait. Ça le flattait, le travail manuel, la considération qu'on avait pour la classe ouvrière, des choses comme ça. Puis la littérature, bien sûr. Ah, vous parliez avec lui de littérature russe, là il était intéressable. Littérature française, il m'avait expliqué de manière très très sérieuse. Il ne fallait pas éclater de rire ou montrer un quelconque sourire ironique, naturellement. Il m'a expliqué qu'il était en train de réécrire Flaubert et Stendhal, parce que dans leur style, dans leur syntaxe, il y avait tout de même des choses à améliorer. C'était Fourniret, une mégalomanie pathologique, quoi. Il m'avait dit dès le début, vous savez, monsieur le procureur, j'ai avoué un certain nombre de meurtres, vous m'avez dit que vous pensiez qu'il y en avait d'autres, je suis tout à fait disposé à vous aider, mais il faudra que vous montriez au moins aussi intelligent que moi. Pour lui, c'était un jeu. C'était un joueur d'échecs, il imaginait continuer sa partie d'échecs avec nous. Donc il nous aidait quand on était capable de lui montrer qu'on avait quand même recueilli certains éléments, qu'on n'avait pas été trop bête. Là, il nous aidait, mais tout en jouant avec nous à semer des fausses pistes. Il faut en même temps ne pas commettre certaines erreurs avec lui. Par exemple, ne pas lui dire qu'il se trompe, parce que alors là, c'est fini, il ne peut pas se tromper. Il est beaucoup trop intelligent, il a une mémoire tellement exceptionnelle qu'il ne peut pas se tromper. Il ne faut surtout pas le comparer à d'autres tueurs en série, parce que ça serait extraordinairement méprisant pour lui. Lui, ces autres tueurs en série, les Holmes, les Allègre, les Chanal, enfin Guy Georges, ce sont des tueurs en série primitifs, physiques, sexuels. Lui, c'est la recherche de la pureté, la recherche de la virginité. C'est un tueur en série très intellectuel. Donc il y a toute une série d'erreurs à ne pas commettre. Il faut ne montrer aucune émotion. C'est certainement ça le plus dur. À savoir qu'il faut se montrer parfois, et je me suis comme ça travesti pendant
pendant 4 ans, en fait, jusqu'au procès. Et je me suis même surpris à me montrer parfois de la même froideur que lui. C'est-à-dire que lui, quand malheureusement il vous décrit, il a plaisir à vous décrire par le menu détail les transformations du visage d'une gamine qu'il est en train d'étouffer dans un sachet plastique transparent, c'est pour vous tester. C'est parce que déjà, il a une certaine jouissance intellectuelle à vous décrire ça, à se remémorer la scène, il s'en souvient très très bien. Si vous montrez du dégoût, de la colère, je ne sais trop quoi, ça va être fini pendant longtemps. Ça sera très difficile de le récupérer. Donc il faut écouter tout ça. Il faut à la fois être suffisamment proche de lui pour essayer de connaître son fonctionnement psychologique d'une perversité innommable, atroce, et puis en même temps, il faut veiller à ne pas rentrer trop dans son ombre malgré tout pour ne pas être trop abîmé par ce genre d'horreur, par cette perversité que peu de tueurs peuvent démontrer, quoi. Mais sur le plan très personnel, intime, oui, c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversé, bien sûr, et qui me bouleverse encore profondément aujourd'hui. Et je parle de mon épouse. Lorsque vous sortez de 11-12 heures passées avec Fourniret, avec ces conversations absolument abominables et ces détails terribles qu'il vous donne, que vous rentrez chez vous à 4-5 heures du matin, et que vous avez une épouse qui est à votre écoute, ça vous aide de vous livrer à quelqu'un. Et donc je lui racontais tout. C'est une erreur profonde de ma part. J'aurais dû faire appel à un psychologue, certainement pas à mon épouse. Je ne me suis pas rendu compte. Elle a voulu assister à ces deux mois de procès, et après, pendant 1 an, elle a été profondément perturbée au point d'être obligée de faire une psychothérapie pendant 1 an. Donc elle a été effectivement bouleversée par toute cette affaire. Des lettres saisies par les enquêteurs ont montré que Michel Fourniret et Monique Olivier avaient conclu une sorte de pacte diabolique. Michel Fourniret devait tuer le premier mari de Monique Olivier. En échange, celle-ci devait l'aider à se procurer de jeunes vierges. Monique Olivier aurait aidé son mari à mettre en confiance les jeunes filles qu'il emmenait dans leur voiture. Questionnée par la police, elle a fini par l'accuser de 11 meurtres au total. Mais plusieurs autres affaires seront jugées séparément dans les prochaines années. Il m'a dit lors d'une de ces conversations dont on a parlé, « Oh, vous savez, monsieur le procureur, moi quand je partais à la chasse, c'était rare que je revienne bredouille. » Alors, c'était très rare. C'était 1 ou 2 fois par an, plutôt 2 fois, me dit-il, et je ne savais pas trop ce que je ramenais, si c'était un faisan ou un garenne. C'est comme ça qu'il parlait de ses victimes, vous voyez, donc quelle considération il manifestait pour ces jeunes filles. Mais bon, voilà, je ramenais toujours quelque chose. On était un certain nombre, la police judiciaire belge et française, de Reims, et moi-même, avoir fait un calcul très sommaire, mais il y en avait encore 15 ou 20 à trouver. 2 fois par an pendant 14 ans. Voilà, on en avait identifié 7 ou 8, donc il en restait 15 ou 20. Et peut-être que ce nombre est largement supérieur. J'ai appris dans le reportage Netflix qu'il avait envoyé un tableau Excel à un codétenu qui le suppliait de tout avouer. Il y avait le nom de toutes ces victimes que l'on avait identifiées, pour lesquelles il avait été condamné, un certain nombre, pas toutes. Et puis, il y avait en tout 35 cases vides. Fourniret est un mégalomane pathologique, c'est pas un menteur, et c'est surtout pas quelqu'un qui va revendiquer des crimes qu'un autre tueur en série aurait commis. Ça, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y en a véritablement 35 ? Je n'en sais rien. Si c'était établi, je ne serais pas surpris outre mesure. Pour un enquêteur, comme pour de police, comme pour un magistrat instructeur, comme pour un procureur, quand on se fixe un objectif, qu'on n'arrive pas à identifier l'auteur d'un meurtre, qu'on n'arrive pas à retrouver le corps d'une victime, ce sont ce que les policiers appellent des clous dans le cœur. Ces échecs-là, des échecs qui ne sont pas forcément imputables, parce qu'on aura tout essayé. Peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas au bon moment posé la bonne question. C'est possible, il faut rester très humble. Mais ça reste effectivement des clous dans le cœur. Donc ça, oui, j'y pense encore régulièrement, bien sûr. C'est un sentiment d'échec qui est très difficile à supporter. Grâce aux interrogatoires et aux résultats des nombreuses reconstitutions, les juges vont devoir déterminer comment Michel Fourniret, qui aura 66 ans pendant le procès, et Monique Olivier, 59 ans, opérer. Ils vont aussi devoir établir quelle est la part exacte de responsabilité de l'un et de l'autre. Lui, c'était pas trop compliqué à expertiser sur le plan psychiatrique dans la mesure où il cochait toutes les cases. Psychopathe, sociopathe, névrotique, grand pervers, obsessionnel, très organisé, tueur froid, le tueur en série le plus abouti, a dit Jacques Bury, et c'est effectivement ça. Par contre, pour elle, c'était autrement plus complexe. Une personnalité aussi perverse, aussi manipulatrice, plus intelligente, mais beaucoup plus sournoise, beaucoup plus insidieuse. Et les psychiatres,
qui n'établissent pas le QI sont unanimes pour le dire, qu'elle a une intelligence très supérieure. Elle est de toute façon plus intelligente que Fourniret. Et ça, moi qui suis ni psychologue ni psychiatre, je peux en attester par le dossier, parce que j'ai vécu, parce qu'elle m'a dit, parce qu'il m'a dit lui. Et à plusieurs reprises comme ça, c'est elle qui le domine, qui maîtrise, qui donne des ordres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'elle se fait passer un peu pour l'idiote de service, vous me passerez l'expression, mais c'est un peu ça. Pour la femme soumise, terrorisée, dominée. C'est pas du tout ça en réalité. C'est elle qui, profitant de son état de grossesse avancé, demande de l'aide à une très jeune fille, enfin une jeune fille, Fabienne Leroy. C'est elle qui, avec un bébé de quelques mois, sur le couffin arrière, rassure par sa présence et indique à la petite Elisabeth que le bébé est gravement malade, qu'il faut d'urgence trouver un médecin, et la petite monte. Là. Je ne sais pas si Fourniret aurait tué sans elle, je sais que c'est grâce à elle qu'il a tué, et qu'il a tué autant de jeunes filles, et Fourniret lui-même le dit, sans Monique Olivier, je ne serais pas allé jusqu'au bout. Il a au moins la lucidité de le reconnaître. Moi, Monique Olivier, je n'ai plus jamais eu aucun contact depuis fin mai 2008, depuis le verdict et sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc je ne sais plus rien de Monique Olivier depuis 2008, sinon ce que j'en lis dans la presse. Mon sentiment, et j'espère 100 000 fois me tromper, c'est qu'il n'y a rien à attendre de Monique Olivier. Rien. Et le papa d'Estelle Mouzin dit exactement la même chose. Je pense qu'elle va se contenter de confirmer un peu du bout des lèvres ses aveux, et ça sera bien comme ça. Pour elle, ça sera largement suffisant. Penser qu'elle va aider à retrouver, par exemple, le corps de la petite Estelle ou le corps de la petite Domès, qu'elle va aider à réconforter, si c'est encore un peu possible, les familles par ses déclarations, je n'y crois pas du tout. C'est une coquille vide de toute humanité, de toute émotion. Elle se fiche complètement de ce que peuvent ressentir les familles des victimes. Je crains qu'il n'y ait absolument rien à attendre et qu'elle aura la même attitude en 2023 qu'elle a eue en 2008. Reconnu coupable de 7 meurtres et viols de jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, Michel Fourniret écope même d'une peine incompressible, une peine réservée aux crimes les plus horribles perpétrés sur des moins de 15 ans et appliquée seulement 3 fois depuis son instauration en 1994. Michel Fourniret a écouté le verdict sans dire un mot. Son avocat n'a pu que prendre acte de la difficulté de défendre l'indéfendable. Ce que je retiens, c'était un procès extraordinairement éprouvant pour tout le monde, hein, bien sûr, pour moi comme pour tout le monde. L'image que j'en ai, c'est l'image de l'extraordinaire dignité de toutes les familles des victimes, des parents, des frères, des sœurs, même des amis, l'extraordinaire dignité et la tristesse infinie qu'il y avait dans leur regard. Je l'avais déjà constaté lors des reconstitutions ou lorsqu'on avait retrouvé le corps de la petite Isabelle, par exemple. Ils ont eu des mots à la fois très dignes, très tristes, très tristes. On s'apercevait que ces personnes étaient quand même partiellement détruites, psychiquement. C'est certainement l'image la plus marquante que je retienne de ce procès.